Ici sont présentées trois séries autour du thème du cinéma. D'abord parce que je suis un passionné de cinéma et que depuis des années je travaille autour du lien que l'œuvre d'art entretient avec le patrimoine et l'histoire de l'art. En fait, je questionne ce qu'est la modernité au travers d'éléments qui nous ont précédés. Il y a cet aller-retour entre les œuvres du passé et celles d'aujourd'hui, les œuvres contemporaines. Donc ici, une des séries qui s'appelle Storyboard, qui a donné le nom à l'ensemble de l'exposition, ici à la Maison des Arts de Châtillon. Cette série traite du temps cinématographique. Alors, le temps cinématographique pose la question du temps linéaire. Vous savez, dans l'Antiquité, on pensait que le temps était cyclique, qu'il revenait régulièrement. Ou alors, il y a dans la physique contemporaine, on peut penser que le temps est un élément linéaire. On va d'un point A à un point B, avec une idée d'une finalité. Ici, c'est cette question qui m'a animé, mais pas uniquement. Ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur le temps cinématographique. Qu'est-ce que c'est que le temps cinématographique et la perception du temps dans le cinéma? En fait, ici, vous avez 30 photographies qui sont des chronocaptures, en quelque sorte, c'est-à-dire que chaque image est capturée à un moment donné durant la projection du film. Donc chaque image est arrêtée comme l'image réelle du cinéma, c'est-à-dire que vous savez que le cinéma c'est un ensemble d'images fixes, et c'est la persistance rétinienne, c'est-à-dire le rapport entre l'œil et le cerveau, qui vont donner l'animation et l'idée de la fluidité dans le cinéma. Donc ici, chaque image est arrêtée, il fait référence donc à l'image cinématographique positionnée sur la pellicule, et ici, à droite, les 30 images sont compressées en une seule image. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport entre la lisibilité temporelle du film et une sorte d'instantané qui va jouer dans une sorte de contrepoint entre les chronocaptures et l'image unique. Deux films, là vous avez deux films. Le premier, c'est Le Faucon Maltais, que j'ai choisi pour une bonne raison, c'est que c'est un film qui est le premier film d'Humphrey Bogart comme vedette, le premier film de John Huston comme réalisateur, parce qu'avant il était scénariste, et c'est le premier film qui va donner, c'est le film qui va être en fait l'archétype, c'est-à-dire le premier film qui va définir tous les codes du film noir, le film policier. Le film qui se trouve en dessous est inspiré de Fenêtre sur cour. C'est un film que j'ai choisi parce qu'il traite du voyeurisme d'une certaine manière, puisque le héros est un photographe qui va observer ses voisins. Donc c'est intéressant pour un artiste de traiter de ce sujet. Et d'autre part, qui traite de l'enfermement. C'est-à-dire que c'est un personnage, James Stewart, qui joue le rôle du héros, a eu un accident, c'est un photographe de guerre, et il est enfermé dans sa chambre. Et finalement, il s'ennuie et il va regarder tout ce qui se passe autour de lui. Et on est dans une cour qui est elle-même fermée. Donc c'est à la fois un film qui traite de l'enfermement, de la claustration, et c'est pour ça que ce sujet m'a beaucoup intéressé. D'autre part, vous pourrez remarquer que chaque photographie, donc sur les 30 photographies, eh bien, il y a une légère déformation. Et pourquoi y a-t-il une légère déformation? Parce que j'ai voulu donner l'illusion qu'un souffle était passé sur les images, et comme un souffle d'air ou un souffle, voilà, et que cette déformation donne une nouvelle perception de l'image cinématographique. Donc c'est aussi une autre façon de voir chaque image de ce film. Et c'est pas simplement mettre des aiguilles comme ça. Et donc les poupées vaudou, c'est pareil, vous savez, vous piquez la poupée et puis vous influez sur la personne qu'elle est censée représenter. Et l'idée du cinéma, c'est un peu ça, c'est-à-dire comme un réalisateur qui demande aux acteurs de prendre des positions, il les commande en quelque sorte. Et l'idée, c'est de reprendre cette idée de la prise de vue cinématographique d'origine et de jouer sur cette idée qu'une intervention sur un personnage qui lui-même était, vous voyez, manipulé, redevient d'une certaine manière. Voilà. Pour le coup, l'image que j'ai là, effectivement c'est de l'acupuncture. Ouais, c'est de l'acupuncture. Et puis en plus, le symbole de Dark Vador, qui n'était pas très bien. C'est un méchant. Ouais, c'est un méchant, donc un peu d'acupuncture cinématographique. Oui. En fait, il y a toutes ces idées voilà, qui sont accumulées finalement dans le processus de réflexion autour de l'image.
Moi, je redonne à l'image cinématographique une troisième dimension. Je ramène la troisième dimension, ça devient un volume à nouveau. Donc je donne des éléments, je réécris l'image cinématographique en attirant l'image, enfin le regard du spectateur sur des éléments que je souhaite mettre en avant. Et alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'image qui est à plat redevient un volume, et en plus, elle recommence à bouger, parce que les épingles, avec la lumière de la journée, ou le déplacement du spectateur, redonnent un mouvement à l'image. Donc voilà, c'est un jeu comme ça, et puis c'est avant tout un hommage au cinéma. C'est une réflexion sur le langage. C'est-à-dire que, alors là c'est plus compliqué, hein. C'est-à-dire que dans la perception du langage, vous avez deux manières de percevoir le langage. Le concept mental associé au sens, c'est-à-dire la phrase, elle dit quelque chose qu'on comprend. Hein. Ici, je sais pas, on ne vous a pas demandé de passer une élection pour être roi, on a bien compris ce que ça veut dire. Mais en même temps, quand vous regardez cette phrase, vous avez le concept mental associé à l'image. C'est-à-dire que vous voyez le texte comme un dessin, comme un... Vous voyez, comme une forme purement graphique. Et donc l'idée dans cette série qui s'appelle Agnosis, c'est-à-dire c'est de montrer comment la perception du langage est aléatoire en quelque sorte. C'est-à-dire que je prends une image d'un film, que je floute pour qu'on ne reconnaisse pas exactement le film, mais l'image est là. La phrase qui est dite au moment même où l'image est capturée, elle est inscrite sur la forme floutée. Donc ça a deux intérêts. D'abord parce qu'on ne reconnaît pas de manière immédiate le film dont l'image est tirée, et d'autre part, on a l'impression d'une sorte de flottement du texte, parce qu'il est très net sur un fond qui est flouté. Cette phrase, elle est reprise en dessous, sous une autre typographie et sur un autre support. Et lorsque vous lisez la première fois la phrase qui est sur l'image, et quand vous la lisez une seconde fois en dessous, sur un autre support avec une autre typographie, vous avez l'impression de ne pas comprendre la même chose exactement. C'est vrai. Alors ici, c'est un film qui s'appelle Marcheur, qui est une sorte de parabole de l'existence, qui raconte l'histoire de la vie jusqu'à la mort. Alors c'est une œuvre qui avait été produite pour un centre d'art il y a déjà quelques années, puisque c'est un film qui date de 2012. Et c'est le fruit d'une collaboration avec une danseuse qui avait travaillé avec un chorégraphe assez célèbre qui s'appelle Joseph Nadge. Et j'avais été séduit il y a des années par un film de John Borman qui s'appelle Pomme Blanc, avec Lee Marvin, un film de 1967. Et l'entrée du film, qui est une sorte aussi de film un peu archétypal, une sorte de... oui, des films, comment dire, policiers des années 70, qui avaient un style particulier. Et le début du film, en fait, on voit le personnage principal qui traverse, on s'attarde sur ses jambes, sur ses pieds, et il traverse un grand hall avec une sorte de résonance. Et j'avais été très marqué par ce plan assez long à l'époque, et j'ai voulu réutiliser une partie de la bande-son de ce film, donc ce premier plan, on entend le pas du personnage principal, et je l'ai réutilisé donc avec cette danseuse qui a synchronisé son pas sur le pas sur la sonorité du film que j'avais capturé et diffusé dans cet endroit qui est un ancien lieu où il y avait beaucoup d'artistes, qui s'appelait la Jarry, qui était une sorte de squat à Vincennes. Et il y avait évidemment des lieux très étonnants, et j'avais été très séduit par le décor de cet espace. Et donc à la fois l'intérêt de l'espace de la Jarry et puis mon intérêt pour ce film de 1967 m'a amené à créer cette œuvre qui a d'abord été diffusée, donc je le disais, dans un centre d'art contemporain où il a été produit. C'est-à-dire que c'est en fait le centre qui avait payé la production du film, hein, la réalisation. Et puis j'ai eu toujours plaisir à le présenter en dialogue avec les séries qui sont présentées ici à la Maison des Arts et qui traitent du cinéma. C'est une autre manière d'aborder de rendre hommage au cinéma en quelque sorte.